La seule richesse de la commune est la main-d'œuvre ouvrière qu'elle fournit à la ville. La plupart des maisons n'ont ni eau courante, ni plomberie ou électricité, ni adresse officielle. Seuls les numéros de lotissement sont inscrits au cadastre. Aharoni reçoit l'aide d'un autre volontaire. Naftali, un architecte, est chargé de retrouver le nom du propriétaire d'une certaine maison de la rue Garibaldi. 2 jours plus tard, il est arrivé avec un sourire jusque-là. Et pourtant, je n'avais jamais prononcé le nom d'Eichmann. Il ne savait pas qui je cherchais. Mais il avait deviné. J'ai trouvé le nom du propriétaire du terrain numéro 18, m'a-t-il annoncé. Il s'agit d'une certaine Veronika Liebel de Fishman. Pour moi, cela signifiait 3 choses. 1. Nous savions qu'avant de se marier, la femme d'Eichmann s'appelait Veronika Liebel. 2. Entre Fishman et Eichmann, il y a seulement une barre qui manque. Il pouvait s'agir de l'erreur d'un employé, ou alors cela avait été décidé par la famille Eichmann pour que leur nom n'apparaisse pas sur les registres. Mais l'information essentielle était que la maison était au nom de sa femme, ce qui voulait dire que Eichmann ne voulait pas figurer comme propriétaire de la maison et que Veronika était encore sa femme. Le lendemain matin, Aharoni espionne la maison. Il s'est embusqué derrière un talus de chemin de fer à environ 100 mètres de la rue Garibaldi. Mais les enfants et les cheminots aux alentours rendent l'endroit trop dangereux. Aharoni change donc de poste d'observation. Petit à petit, il se rapproche de la maison. Notre meilleur poste d'observation a été un camion couvert d'une bâche dans laquelle nous avions découpé un trou. J'étais allongé à l'arrière et au bout de 2 ou 3 séances d'observation, j'ai réussi à voir une femme. Une femme assez âgée dont nous avons découvert plus tard que c'était la femme d'Eichmann. Nous avons également vu un petit garçon de 6 ou 7 ans, qui était le 4e fils d'Eichmann, né après les retrouvailles des 2 époux en Argentine. Enfin, j'ai vu un homme dont l'âge et la taille correspondaient au signalement que nous avions d'Eichmann. Aharoni se précipite à l'ambassade et envoie en urgence un message codé au quartier général du Mossad, à Tel Aviv. Il a retrouvé Eichmann. Aharoni se rapproche encore de la maison. Une photographie de Eichmann effacerait tout doute et garantirait le succès d'une future opération d'enlèvement. Mais ayant peu d'expérience sur le terrain, Aharoni commet une grave erreur qui risque de tout compromettre. Avec Naftali, son volontaire, il procède à une approche directe de la maison muni d'un appareil photo-valise. Margarita, la femme de Nicolas, vient à leur rencontre. Aharoni se présente comme un homme d'affaires américain et explique que sa société souhaite acheter des terrains pour construire une usine. C'était quelqu'un de malin. Elle s'est méfiée tout de suite. Elle n'a pas cru un mot de notre histoire. Et quand elle a vu qu'on se parlait en anglais, elle s'est approchée et s'est mise à me parler en anglais. Ce qui m'a mis très mal à l'aise parce qu'apparemment, elle savait suffisamment d'anglais pour s'apercevoir que je n'avais pas l'accent américain.
J'ai donc décidé qu'il était temps de battre en retraite. J'ai dit à mon ami, nous avons dû nous tromper. Notre terrain doit être de l'autre côté de la voie ferrée. Allons nous renseigner là-bas. Disposant de peu de temps avant la date prévue de son retour à Tel Aviv, Aharoni tente une nouvelle fois de photographier Eichmann. Nous sommes le dimanche 3 avril. Sur le pont de chemin de fer, à quelques centaines de mètres de la maison, Aharoni apprend à Randy, un autre assistant, à se servir de l'appareil photovalise. Il attend que Eichmann sorte de la maison, puis envoie Randy à sa rencontre. L'objectif de l'appareil coïncide avec un minuscule trou dans le système de fermeture. Un déclencheur dissimulé permet d'actionner l'obturateur. De loin, Aharoni observe avec anxiété Randy s'approcher de Eichmann et de son fils Dieter. Il est convenu qu'il demandera s'il n'y a pas de maison à vendre dans le coin. Randy actionne le déclencheur. Les résultats sont ces photos du troisième fils, Dieter, et les premières photos de Adolf Eichmann depuis 15 ans. Aharoni reçoit l'ordre de rentrer. Sur le vol de correspondance entre l'Europe et Israël, il rencontre son chef, Isser Harel, qui voyage dans le même avion. Vous êtes sûr que c'est notre homme? Qu'il s'agit bien d'Eichmann, m'a-t-il demandé. J'ai alors sorti une photo de ma poche dont j'avais gardé un exemplaire. Je vous assure qu'il n'y a pas le moindre doute. Voici sa photo. Là, il m'a dit, « D'accord, dans ce cas, nous allons l'arrêter. » À Tel Aviv, par une chaude soirée d'avril 1960, Isser Harel apprend au Premier ministre Ben Gourion que Eichmann a été localisé. Le chef de l'État juif s'engage à faire ramener Eichmann à Jérusalem. L'enjeu était déterminant pour Ben Gourion et il m'a demandé de trouver une solution. Selon la loi israélienne, si nous amenions Eichmann en Israël par la force, sans avoir recours à l'extradition, il ne nous serait pas possible de le juger. Je suis donc allé trouver le conseiller juridique du gouvernement, Haim Cohen, et je lui ai fait part de ce projet. C'était en soi assez délicat parce que Cohen était chargé de l'application des lois en Israël, et j'étais en train de lui expliquer comment j'allais les enfreindre. Et nous savions que ce serait une question cruciale à l'ouverture du procès. Avons-nous le droit de juger Eichmann ? Cohen m'a répondu que oui, mais qu'il devait consulter le ministre de la Justice, Pinchas Rosen, qui était ce qu'on peut appeler un vrai libéral, respectant les procédures à la lettre. J'étais d'accord pour qu'il le consulte. Une fois mis au courant, Pinchas Rosen a dit à Haim Cohen que dans ce cas précis, et exceptionnellement, la réponse était oui. Harel sélectionne une équipe de 13 agents pour l'opération Eichmann. Leur mission consiste à capturer un homme dans un pays étranger à 15 000 km de là et à le ramener clandestinement en Israël. À leur disposition, voyage arrangé, faux papiers, maison sûre, itinéraire de secours, activités de couverture et des douzaines de plans de rechange.
Les différentes possibilités sont étudiées, recouvrant toutes les éventualités et les pires scénarios. Chaque équipier est un spécialiste de missions secrètes. Raphaël Eitan, chef des missions spéciales, dirige l'opération. Abraham Shalom, spécialiste des opérations de terrain, est l'adjoint de Eitan. Danny Shalom fabrique les faux papiers. Ephraim Ilani, délégué en Amérique du Sud, connaît tout de l'Argentine, sa société, ses lois, ses coutumes. Zev Keren est l'homme à tout faire de l'équipe. Zvi Malkin, dont le rôle sera de s'emparer de Eichmann lors de sa capture, est un spécialiste du camouflage. Et Zvi Aharoni, qui parle couramment l'allemand, devra mener l'interrogatoire de Eichmann. J'ai choisi différents agents du Mossad, des gens qui avaient l'habitude de travailler à l'étranger et qui savaient s'adapter aux missions spéciales. J'ai également pris des agents des services commandos capables à la fois de planifier l'opération et de la mener à bien. C'était une équipe capable d'improviser. Et je ne citerai que deux noms, ceux de Rafi Eitan et d'Abraham Shalom. Ils faisaient partie de nos meilleurs agents. J'ai choisi de confier le commandement de la mission à Rafi Eitan. Petit à petit, j'ai mis au point un plan d'attaque. J'ai choisi les agents. J'ai pris 7 personnes de mon équipe qui venaient de la division commando. Je me suis rendu compte que pour enlever Eichmann et le ramener en Israël, il nous faudrait également disposer d'un moyen de transport, du matériel adapté, ainsi que des points de chute en Argentine ou à Buenos Aires. Le 24 avril, Zvi Aharoni retourne à Buenos Aires en se faisant passer pour un homme d'affaires allemand. Avec lui, 3 autres agents envoyés en éclaireur. Leur mission, préparer le terrain pour l'équipe chargée de l'enlèvement qui doit arriver une semaine plus tard. Ils seront rejoints ultérieurement par le directeur du Mossad, Isser Harel. L'enjeu est tel que Harel prend exceptionnellement le risque de diriger en personne l'opération. Le jour même de l'arrivée des éclaireurs, le commandant adjoint de l'opération, Abraham Shalom, insiste pour voir la maison localisée par Zvi Aharoni. À 8 heures du soir, les 4 hommes roulent vers San Fernando. Une chose qui se révélera déterminante pour l'organisation de l'enlèvement. Alors que nous roulions vers la maison, entre le kiosque et la maison qui était à 150 mètres, nous avons vu Eichmann qui se dirigeait vers chez lui. Abraham Shalom a été le premier à le voir et il s'est écrié « Le voici, voilà notre homme ». J'ai donné un coup de frein bien trop brusque. Je n'avais aucune raison de freiner, ça aurait pu alerter Eichmann. Quoi qu'il en soit, j'ai freiné et nous l'avons regardé descendre la rue et rentrer chez lui. C'était un coup de chance parce que tous les soirs, aux alentours de 8 heures, il prenait le même bus pour revenir du travail et faisait ensuite le chemin à pied jusque chez lui, ce qui nous laissait tout le loisir de l'observer. Pour parachever leur plan d'enlèvement, ils ont besoin de savoir où Eichmann prend son bus. Le lendemain, Aharoni se retrouve sans le vouloir tout près de sa cible. Je suis monté à bord de l'autobus à Gouropa et à ma grande surprise, le seul siège libre se trouvait être juste derrière l'homme que nous soupçonnions d'être et qui était, nous le savons maintenant, Eichmann. J'ai donc dû m'asseoir derrière lui. Imaginez un agent secret israélien assis à 30 cm de l'homme responsable de l'extermination de son peuple.
Le 29 avril, tous les membres de l'équipe sont là et les préparatifs commencent. On repère une pharmacie pour les éventuels besoins en médicaments. Du matériel est acheté pour l'insonorisation d'une pièce dans une maison sûre. Et accord est pris avec un photographe pour le développement dans la nuit des faux papiers de l'agent Danny Shalom. L'équipe loue plusieurs maisons sûres devant répondre à des critères très précis. Elles doivent être grandes et situées dans des quartiers chics afin de garantir la tranquillité. Elles doivent posséder plusieurs entrées. Un garage attenant suffisamment grand pour pouvoir égarer 2 voitures. Et une pièce aveugle à l'étage pour détenir Eichmann à l'abri des regards de la rue. Nous avons insonorisé la pièce avec des couvertures. Comme ça, s'il se mettait à crier, par exemple, personne ne l'entendrait. En plus de ça, il y avait comment dire, une sorte de grand placard, comme on en trouve souvent dans les appartements en Israël. J'y ai installé un matelas. On avait prévu de le cacher là et de fermer les portes au cas où l'appartement serait fouillé. 2 voitures seront louées pour la fuite. Elles doivent être fiables et de préférence américaine. L'une pour l'enlèvement, l'autre en sécurité. Nous avions toutes sortes d'astuces. Par exemple, nous avions un système pour changer rapidement de plaque d'immatriculation. Système que j'avais mis au point en Israël. Il me permet encore aujourd'hui, où que je sois, qu'on m'envoie au Japon ou ailleurs, de disposer en quelques heures de plusieurs plaques d'immatriculation, sans avoir besoin d'aller dans un magasin et de demander à quelqu'un de me les fabriquer. Nous avons donc pu changer de plaque rapidement, 3 fois en chemin. Petit à petit, le scénario du plan de capture se précise. Les ravisseurs attendront leur homme ici, dans la rue Garibaldi, entre l'arrêt de bus et son domicile. Le 1er mai, le directeur du Mossad arrive à l'aéroport d'Ezeza. J'avais un passeport étranger. Et comme dans toutes les opérations auxquelles j'ai participé, aucune limousine ne m'attendait, aucune voiture. Personne pour s'occuper de moi. Abraham Shalom était là, mais nous avons fait comme si nous ne nous connaissions pas. Et je me suis rendu en ville en autobus. Harel descend dans un petit hôtel au coin de la rue Takuari. Sa façon de voyager à l'étranger en toute simplicité crée un précédent au sein du Mossad. Afin de passer inaperçu, Harel porte des vêtements très ordinaires, se déplace en bus et loge dans des établissements modestes. Pour communiquer, il n'utilise ni le téléphone, ni la radio, ni aucun procédé électronique. Toutes les discussions ont lieu en face à face dans des endroits prédéterminés. Chaque agent reçoit une liste des heures et lieux où Harel peut être rencontré. Les cafés de Buenos Aires ainsi deviennent son quartier général. Et c'est là qu'il transmet ses ordres et reçoit les comptes rendus sur l'état d'avancement de l'opération. La communication est un élément d'une importance capitale, que ce soit pour recevoir des informations ou pour transmettre des ordres. Et c'est aussi le point faible de toutes les opérations menées par des services secrets. La plupart des agents sont interceptés parce qu'ils ont utilisé une radio ou parce que leur code secret a été découvert. Lors d'une réunion tardive dans la maison principale, les agents finalisent leur plan de capture. Cette carte originale indique l'emplacement sur la route 202 de l'arrêt où doit stopper le bus 203 à 19h45. La cible descendra vers son domicile le long de la rue Garibaldi. Ses ravisseurs l'attendront ici, la seconde voiture étant garée à plusieurs mètres de là. Une fois leur cible capturée, les 2 voitures quitteront le quartier, empruntant un itinéraire préétabli jusqu'à la maison.
Les différents itinéraires possibles jusqu'à la maison sont tracés par Abraham Shalom. Il connaissait la région. De tous les policiers argentins, pas un seul ne connaissait la région et ses routes aussi bien que lui. Je n'avais donc pas besoin de lui dire comment faire son travail. Dans la capitale argentine, on prépare la célébration du 150e anniversaire de l'indépendance. Des délégations du monde entier, y compris d'Israël, sont attendues à Buenos Aires. Les forces de sécurité sont renforcées et surveillent toute activité suspecte. Dans cette atmosphère tendue, le champ d'action des agents devient très limité. Harel dîne avec l'ambassadeur d'Israël en Argentine, Ariel Evavi, et l'informe de l'opération. Le repas a été agréable et il m'a mis au courant de l'opération et de ce qui allait se passer. J'ai tout de suite su que ce serait le tollé général dans les milieux politiques. En fait, j'étais trop optimiste. Ça a été pire que ce que j'avais prévu. Mais évidemment, connaissant la mentalité des Argentins, j'ai compris que faire ça, surtout au moment de l'anniversaire de l'indépendance, alors que des présidents, des chefs d'État et des ministres étrangers venus des quatre coins du monde se réunissaient à Buenos Aires pour participer aux cérémonies, oui, faire ça ne pourrait que susciter des réactions de colère. Harel met au point un scénario de la dernière chance pour le cas où la fuite ne se déroulerait pas comme prévu une fois Eichmann entre leurs mains. En cas d'imprévu, il ne devait surtout pas faire de mal à Eichmann. Tout le monde devait partir, à l'exception de Rafi. Celui-ci avait l'ordre de s'attacher à Eichmann avec des menottes, afin qu'ils soient arrêtés ensemble par la police. Et les menottes seraient des menottes que l'on ne peut ouvrir que dans un poste de police. Une fois au poste, Rafi demanderait à parler à un fonctionnaire haut placé et lui dirait « Nous sommes des volontaires israéliens. Nous avons appris que Eichmann était ici, alors nous avons voulu le capturer et vous le remettre afin qu'il soit jugé. » Le Café Opéra est le lieu de rendez-vous convenu avec les agents pour informer Harel de l'issue de l'opération. Le 11 mai 1960, Harel donne le coup d'envoi de la capture de Eichmann. La voiture devant enlever Eichmann est conduite par Zvi Aharoni. Zev Keren est à ses côtés. Rafi Eitan, le chef de l'opération, est assis à l'arrière avec Zvi Malkin, chargé de se saisir de Eichmann. Abraham Shalom est au volant de la seconde voiture avec un docteur prêt à intervenir en cas d'urgence médicale. Les voitures se mettent en place. Zev Keren regarde sous le capot en faisant semblant d'inspecter le moteur. Un jeune garçon passant par là propose son aide. À 19h42, le bus 203 est en vue. Lorsque le bus 203 par lequel il avait l'habitude de rentrer chez lui est arrivé, il ne s'est pas arrêté devant le kiosque, il a continué sa route. De toute évidence, il n'était pas à bord. Nous étions terriblement déçus. Nous avons attendu 10-15 minutes. Puis le moment est venu où, selon le plan, nous devions partir. Mais Rafi a décidé que nous devions rester. 20h05, un second bus arrive.
Le bus s'est arrêté et un homme en est descendu. Notre homme a quitté le bus et a commencé à descendre la rue. J'avais des jumelles à infrarouge. J'ai informé Rafi Esvi qu'il arrivait. Il a descendu la rue Garibaldi. Il était à une cinquantaine de mètres de chez lui. J'étais là, j'attendais. Je me tenais un peu éloigné car je ne voulais pas qu'il me voie trop tôt. L'agent Zvi Malkin attend le moment pour lequel il s'est entraîné. Mais tandis que leur homme se rapproche de la voiture, Aharoni remarque un détail qu'il n'avait pas noté auparavant. J'ai fait un signe à Zvi et je lui ai dit « Il a une main dans sa poche. Fais attention, il est peut-être armé. » L'information arrive au cerveau, on ne peut pas l'empêcher. Et j'ai légèrement modifié le plan. Il fallait que d'une main je lui bloque le bras et que de l'autre je l'immobilise. J'ai commencé à avancer. Il marchait dans ma direction et moi dans la sienne. Je devais arriver à sa hauteur près de la voiture et lui poser une question. C'était la seule phrase que je connaissais en espagnol. Un momentito, signor. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la peur dans ses yeux et je lui ai dit « Un momentito ». Mais je n'ai même pas pu terminer. Il a reculé, je lui ai sauté dessus et nous sommes tombés dans le caniveau. Il s'est mis à pousser des cris et des hurlements. On devait l'entendre à 2 km à la ronde. C'était très fâcheux. Je ne voulais pas lui faire de mal, parce que si je le malmenais, je risquais de lui briser le cou. Alors je l'ai laissé respirer, il en a profité pour crier. Je me suis éloigné de la voiture. Il s'est débattu quand je l'ai saisi par les jambes. Zvi le tenait. À ce moment-là, Zvi Aharoni m'a dit « Rafi, va les aider ». Tous les trois, ils l'ont tiré jusqu'à la voiture. Il hurlait toujours. Ils lui ont mis une couverture dessus et la course a commencé. À 100 mètres de sa maison, je lui ai crié en allemand « Ne bougez pas, il ne vous arrivera rien. Si vous vous débattez, nous vous abattrons. » Silence. Aucune réaction. Alors je lui ai crié en allemand « Vous comprenez ?» Pas de réponse. Alors je lui ai crié en espagnol « Quelle langue parlez-vous ?» Pas de réponse. Je me suis dit peut-être qu'il s'est évanoui, peut-être qu'il est inconscient. Et nous avions parcouru environ 1 kilomètre. Nous n'avions pas roulé plus de 3 minutes en tout cas. Quand il a dit dans un allemand parfaitement compréhensible et tout à fait correct, ce qui signifie « je me suis résigné à mon sort ». C'était une indication très importante. Je savais que c'était notre homme. Il était allemand, il n'était pas mort, il n'était pas inconscient, et il avait quelque chose sur la conscience. Il avait été rattrapé par son destin. Par précaution, les voitures font demi-tour. La seconde voiture suit celle où se trouve Eichmann, prête à intervenir en cas de problème avec la police. Les voitures s'arrêtent 3 fois pour changer les plaques d'immatriculation. À 21 h, elles arrivent à la maison prévue. Le docteur examine le prisonnier à la recherche d'éventuelles capsules de poison cachées dans sa bouche, selon la bonne tradition nazie. Nous l'avons déshabillé et nous avons vu la cicatrice de son appendicite, ainsi que celle de son matricule SS. J'ai mesuré sa tête et je me souviens encore aujourd'hui
que ces trois indications concordaient avec ce que nous savions. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai fait signe à Aaroni pour qu'il commence l'interrogatoire. Je lui ai demandé quel est votre nom. Il m'a répondu Ricardo Clement. J'ai dit et avant ça? Il a dit Otto Henniger, ce qui était vrai, mais nous ne le savions pas à l'époque. Alors bien sûr, ça m'a un peu découragé et je me suis dit, on est dans le beau drap. Il n'admettra jamais qu'il est Adolf Eichmann. Il sait ce que ça impliquerait. Alors j'ai commencé à l'interroger sur sa famille, à lui demander sa pointure, sa taille pour les chemises, les chapeaux, car tous ces renseignements figuraient dans nos dossiers. Je lui ai demandé quel est votre matricule SS. Il m'a donné le bon numéro. Quel est votre numéro dans le parti NSDAP? Il m'a donné le bon numéro. Je lui ai dit quelle est votre date de naissance. Il m'a donné la bonne date, le 19 mars 1906. C'était bon signe. Ensuite, je lui ai dit quel nom portiez-vous à votre naissance. Il m'a dit Adolf Eichmann. Il est très difficile de décrire ce que nous avons éprouvé à ce moment-là. Je me souviens que je me tenais d'un côté du lit. Eichmann était couché sur le lit, les yeux bandés. Abraham, le deuxième responsable des services de sûreté, se tenait de l'autre côté et nous avons instinctivement échangé une poignée de main. Ça y est. Il est presque minuit quand Abraham Shalom et Aaroni arrivent au Café Opéra. Tout à coup, je les ai vus dans l'embrasure de la porte. Ils étaient sales, ils avaient les traits tirés. Avant même qu'ils n'arrivent à ma hauteur, j'ai deviné que tout s'était bien passé. Leurs yeux brillaient. Non seulement ils l'avaient capturé, mais surtout la chose la plus importante, c'était qu'il était maintenant établi que Ricardo Clement était bien Adolf Eichmann. Les célébrations de l'indépendance de l'Argentine commencent. Dans la pièce insonorisée de la maison, Eichmann a les yeux bandés et une jambe enchaînée à son lit. L'ancien officier nazi est gardé jour et nuit. Il peut se raser, se laver et est nourri à la cuisine cachère. Tous les jours, l'agent Ephraim Milani épluche les journaux locaux pour voir si on parle d'un Allemand disparu. Harel est persuadée que lorsque Veronika Eichmann suspectera l'enlèvement de son mari, elle n'ira pas prévenir la police. Si elle avait dit quelque chose comme « En réalité, mon mari n'est pas Ricardo Clement, mais Adolf Eichmann. Il est recherché dans le monde entier. Peut-être que les Juifs l'ont capturé. » Elle aurait révélé la véritable identité de son mari. Parce qu'en Argentine, il vivait sous une fausse identité. Mais plus les agents restent à Buenos Aires, plus ils risquent d'être découverts. C'est depuis Israël qu'est lancée l'étape suivante de l'opération Eichmann. Les diplomates invités aux célébrations de l'indépendance de l'Argentine embarquent à bord d'un avion El Al à destination de Buenos Aires. Aucun service régulier n'existant entre Israël et l'Amérique du Sud, Harel a demandé à la compagnie d'affréter pour l'occasion un vol spécial. Le Britannia 4X AGD de la El Al atterrit sur l'aéroport d'Ezeiza. Aux commandes, le pilote le plus expérimenté de la compagnie, Zvi Toar, a été sélectionné pour ses nombreuses heures de vol. La délégation menée par le ministre Abba Eban ignore que l'avion va servir à faire sortir clandestinement Eichmann d'Argentine. Parmi les membres de l'équipage figurent des agents du Mossad et une unité de commando recrutée pour une mission secrète qu'Harel ne leur dévoile qu'à ce moment-là.
Le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, est supposé résider à Buenos Aires. Encouragé par le succès de l'opération Eichmann, Harel espère quitter l'Argentine avec 2 prisonniers. Alors que j'étais encore en Israël, on m'avait fait parvenir, dans la plus grande discrétion, l'adresse d'un appartement dans lequel Mengele était supposé habiter. Il aurait eu également une usine à Buenos Aires. Je savais que nous n'aurions pas le temps d'effectuer une opération secrète. Une fois Eichmann en sécurité, c'est-à-dire dans l'avion, si Mengele était bien à l'endroit indiqué, nous procéderions à une sorte d'opération commando. Nous entrerions dans l'appartement armes au poing, et si Mengele était là, nous l'emmènerions de force, tout simplement. Une enquête au bureau de poste local révèle que Mengele a déménagé 8 fois ces dernières années. Sa dernière adresse connue est le 3573 rue Paraná. J'étais absolument contre cette opération. Isser s'est malgré tout mis à la recherche de cet homme. Et heureusement, fort heureusement, il ne l'a pas trouvé, ce qui a permis d'éviter une confrontation entre lui et moi. Fuyant à la suite d'une demande d'extradition déposée par l'Allemagne de l'Ouest, Mengele a disparu quelques mois avant l'arrivée de l'équipe. La tentative d'enlèvement d'un second nazi échoue. Dans la maison gardée, Zvi Aharoni tente de persuader Eichmann de se présenter de son plein gré devant la justice israélienne. Ça m'a pris 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis le 3e jour, avant même que j'ouvre la bouche, il m'a dit « Je suis prêt à vous suivre et à être jugé ». Aharoni persuade également Eichmann de confirmer son consentement par cette déclaration manuscrite. « 21 mai, le jour du départ prévu. Harel attend l'arrivée de l'équipe à l'aéroport. Dans la maison, on fait prendre à Eichmann un sédatif. Il est habillé avec l'uniforme de l'équipage El Al. Un faux passeport donne à l'ancien nazi l'identité d'un citoyen israélien. Drogué, il est conduit à l'aéroport. Ils arrivent au poste de contrôle. Et reçoivent l'autorisation de passer. Personne ne semble les remarquer, tandis que la voiture se dirige tout droit vers l'avion stationné et que Eichmann est transporté à bord. Adolf Eichmann est maintenant totalement aux mains des Israéliens. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק עשיית דין בנאצים וגוזריהם תש"י 1950. Je me suis arrêté net dans la rue. Je n'ai même pas acheté un journal. Je me suis arrêté. Je ne pouvais plus bouger. J'étais avec un ami. Il m'a regardé et m'a dit « Que se passe-t-il »
Je lui ai répondu, Eichmann a été capturé. Et j'ai pensé ce que j'ai pensé en d'autres occasions, à savoir que l'histoire juive a un grand sens de l'imagination. Qui aurait cru que Eichmann, qui symbolise à bien des égards ce qui est arrivé au peuple juif, ce qu'il a fait au peuple juif, qui aurait cru que quelques juifs l'arrêteraient et le conduiraient devant la justice? Ils ne l'ont pas tué. Ils auraient pu le tuer à Buenos Aires. Non, ils l'ont emmené en Israël, ce lieu même que Eichmann voyait comme quelque chose de complètement différent, un ghetto. Mais ce n'était pas un ghetto, c'était l'État libre et souverain d'Israël, où des hommes allaient être ses juges. C'était exaltant. L'accusé est présenté devant un auditoire international. Adolf Eichmann reste indifférent à ses crimes et n'a aucun regret. Cet homme, responsable de souffrances inouïes, ne se soucie que de la précision et du formalisme de ses actes. Le procès commence le 11 avril 1961. Le juge de la Cour suprême israélienne, Moshe Landau, qui est né en Allemagne et y a fait ses études, préside le procès. Eichmann est accusé conformément à la loi de 1950 sur les nazis et leurs collaborateurs. La peine de mort n'existe pas en Israël, sauf une exception qui concerne les criminels de guerre nazis reconnus coupables. Le réquisitoire de l'accusation est mené par le procureur général Gideon Hausner. Le docteur Robert Servatius, avocat allemand et défenseur des criminels de guerre, assure la défense. C'est à la fois l'homme et le système qui lui a conféré son pouvoir qui sont ainsi jugés. Mais Eichmann nie toute culpabilité. Il prétend n'avoir fait qu'obéir à des ordres. À Jérusalem, il n'avait plus de pouvoir. Il se comportait comme un prisonnier ordinaire, un simple prévenu qui se défend lui-même. Et il s'en sortait plutôt bien. Il ne s'est jamais effondré. Il avait sa propre logique et il l'a suivie jusqu'au bout. Néanmoins, j'avais peur de lui à Jérusalem, encore plus que dans ma petite ville. J'avais peur du pouvoir de destruction qui émanait de lui. Avec ou sans uniforme, il était toujours une incarnation du mal. À l'insu de tous, le directeur du Mossad lui-même assiste au procès. Pour la première fois, on demande à plus de 100 survivants de revivre leur cauchemar. Des documents attestant les ordres donnés par Eichmann sont présentés, et le procès démontre que Eichmann agissait de son propre chef. Les juges rendent leur verdict devant un auditoire silencieux. L'accusé est condamné à mort. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que la peine capitale sera appliquée. À minuit, le 31 mai 1962, Adolf Eichmann est pendu. Son corps est incinéré et ses cendres sont jetées à la mer pour que rien de lui ne subsiste. C'est Michael Gilad qui est chargé de disperser ses cendres. Nous avons mis les cendres dans une urne. J'étais étonné de voir qu'il y en avait si peu. À ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose dont j'avais été témoin à Auschwitz. On nous avait emmenés devant un grand tas de cendres.
Nous savions ce que c'était. C'est au moment où je me trouvais près du four et que les cendres d'Eichmann ont été sorties, et seulement à ce moment-là, que j'ai pu imaginer les centaines de milliers de personnes qui avaient formé le tas de cendres que j'avais vu ce jour-là. Nous sommes allés à plus de 10 kilomètres des côtes, en dehors des eaux territoriales israéliennes. Puis nous avons répandu les cendres, et j'ai réussi à réciter « Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Israël ». À notre retour, le jour se levait. Nous avons débarqué. J'ai vu Tel Aviv se réveiller. Nous avons traversé la ville en voiture. J'ai vu les enfants aller à l'école, les pêcheurs entrer au port, le soleil au-dessus de la ville juive, au-dessus de mon pays. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un réconfort. J'ai senti une tranquillité après l'orage que nous venions de traverser. Sur les milliers de criminels de guerre nazie, une poignée seulement ont été jugés. Le procès de Adolf Eichmann n'a pas été motivé par la vengeance pour ses crimes, mais par une volonté de justice envers ses victimes et parce qu'il fallait que le monde sache.